Merci beaucoup. C'est très dense, hein. On avait prévu des moments d'échange, mais en fait c'est très compliqué. Donc je pense qu'on les aura après la retransmission, parce qu'on a une contrainte technique en fait, hein, pour avoir la retransmission en direct. Là, je vais animer donc c'est pas vraiment une table ronde, c'est plutôt un moment d'ouverture, de synthèse, perspective, pas la plus évidente pour les personnes qui sont invitées à amorcer ce travail avec moi. Moi, je suis ravi d'accueillir pour cette session Isabelle Sourbès-Verger, qu'on peut applaudir, qui est directrice de recherche au CNRS, géographe, spécialiste de l'occupation de l'espace, de l'analyse comparée des politiques spatiales au niveau international. Tu connais très très bien le spatial russe, le spatial chinois. Tu as écrit de nombreux articles et livres sur ces questions. Et je signale aussi d'ailleurs le dernier ouvrage Géopolitique du monde spatial chez Erol, qui fournit un panorama extrêmement utile et efficace de où on en est aujourd'hui. Donc vraiment, je vous le recommande en termes de lecture. J'accueille également Irénée Regnault, mon partenaire de crime, qui est consultant et essayiste, chercheur associé au laboratoire COSTEC à l'Université de technologie de Compiègne, cofondateur de l'association Le Mouton Numérique. Tu as publié un essai, une histoire de la conquête spatiale aux éditions La Fabrique aussi. Et là, c'est le moment pub, placement de produit, on l'a écrit ensemble. Hein. J'ai un peu honte de le dire comme ça, mais... Et tu t'intéresses aux controverses et débats sur les technologies en société, notamment les technologies numériques, qui sont largement liées aux technologies spatiales, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, il y a mille façons d'introduire cette dernière séquence. Il y a un mot qui revient en permanence, c'est planification. Évidemment, pour nous, ça a du sens politiquement. Et le mot était revenu un peu en contrebande pendant l'entre-deux tours. Emmanuel Macron se piquait à un moment donné de planifier, quoi, hein. Nous aussi, on sait faire de la planification. Donc il y a un comité Théodule qui a été monté, qui est plus ou moins dissous lui aussi, hein. Donc l'engagement n'a pas été hyper opiniâtre en la matière. Néanmoins, pour nous, ça a du sens politiquement et aussi du point de vue organisationnel, du point de vue de la mise en œuvre de politiques publiques en matière de politique industrielle. Et s'agissant de l'espace, là aussi, il faut emboîter le pas. Donc peut-être une façon de relancer ce débat qu'on a eu et de le ramasser, d'avoir votre sentiment sur ce qui a été dit, hein, c'est peut-être poser la question de la planification, de l'exploration spatiale, si on n'est plus dans un cadre strictement capitalistique, brutal, comme l'a décrit tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon en introduction. Comment on pourrait planifier autrement les activités spatiales en faisant fi précisément de ces évolutions qui, pour certaines, sont particulièrement délétères et mettent en danger l'occupation de l'espace à moyen, enfin même court et moyen terme. Donc je te transmets le micro, Isabelle. Merci. Oui, donc je pense que la question de la planification, d'une certaine manière, c'est une question qui s'est toujours imposée au spatial jusqu'à très récemment, jusqu'à l'arrivée de ce qu'on appelle le New Space et sur lequel Arnaud et Irénée se sont penchés pour essayer de le définir. En fait, un satellite, vous le disiez aussi, ça met longtemps à être développé. Entre le moment où on conçoit le satellite, le moment où on fait les études papier, le moment où on fabrique le satellite et le moment où on lance le satellite, on a eu des cas où on a eu 15 ans, on a eu 20 ans, il y en a même qui ont fini leur carrière sans avoir réussi à avoir le satellite lancé, quand en plus il y a eu un échec au lancement. Ce que je veux dire, c'est que l'idée de planification, voilà, je tiens pas le micro assez près, c'est ça? C'est bon, vous voulez que je bouge à gauche, à droite? C'est bon là? Voilà, très bien. Bon, voilà. L'idée de planification, elle est un petit peu intrinsèque au spatial. Aujourd'hui, quand on parle de l'exploration, et je pense que c'est peut-être la chose qu'on a un peu le moins abordée jusqu'à maintenant, on le voit dans un cadre qui est un cadre européen. Et tout à l'heure, pour répondre à la question piège qui a été posée sur « mais que peut faire la France ?», moi je prendrais l'exemple finalement du programme lunaire européen aujourd'hui, et des réflexions qui sont en cours pour la prochaine ministérielle qui va se tenir en 2025. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. J'ai juste rapidement brossé un tableau. On a un programme, par exemple, qui s'appelle Moonlight et qui est l'idée d'aller créer un système de transmission de télécom sur la Lune et autour de la Lune, et pour permettre aux engins de discuter avec la station spatiale américaine internationale à laquelle on coopère, qui s'appelle la Lunar Gateway, et ensuite les avant-postes qui seront au sol. Bon, nous les Européens, pour l'instant, on n'a pas vraiment décidé de savoir si on poserait ou pas
des avant-postes, si on aurait vraiment nos propres bases, comme on a un peu nos modules à bord de l'ISS. Poser une base sur la Lune, c'est un peu différent d'avoir un module à bord de l'ISS, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Bon, mais si on réfléchit, par exemple, est-ce que ça signifierait d'être un partenaire en quelque sorte incontournable finalement de ce projet, ça devient très intéressant, parce que est-ce qu'on veut faire par exemple le réseau de télécommunications qui soit de type ouvert, qui permette à n'importe quel pays de communiquer? Est-ce qu'on veut essayer de faire un système qui pourrait finalement empêcher que les Américains soient les seuls à décréter la norme? Parce que sinon, si on laisse faire les Américains, c'est eux qui vont tout simplement faire la norme. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y aura bien des systèmes qui devront être interopérables entre des Chinois et des Russes et des Américains et des Occidentaux? Et là-dedans, par exemple, qu'est-ce que l'Inde choisira? Donc il y aurait toute une réflexion française au sein de l'Europe, puisqu'on a quand même toujours un peu cette idée, alors plus ou moins appréciée des partenaires, mais quand même globalement ils la reconnaissent, d'essayer d'avoir des idées un peu originales sur la manière dont l'Europe pourrait se positionner en tant qu'entité distincte, ouverte à de la coopération, parce que finalement l'ADN du spatial européen, c'est de réussir à coopérer entre plein de pays. Donc moi je pense que c'est un des éléments où on pourrait penser en termes de planification, avec pas seulement, bah oui, d'abord on fait Orion qui va servir à aller poser des astronautes, puis oui, on va un peu dans la Gateway, cette station autour, et puis oui, on va essayer de négocier pour que Thomas Pesquet ou d'autres aillent marcher sur la Lune, mais plutôt se dire, en fait, quels vont être les besoins sur la Lune, même si tout compte fait, ce grand projet, il va peut-être se réduire et qu'il va falloir là aussi réfléchir aux coûts écologiques qu'il représente, et comment nous, on se positionne par rapport à ça. Or, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de groupe globaux, ni à l'intérieur, je dirais, de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui réfléchit à ça, ni même dans les instances. On n'a pas mis ensemble les différents ministères, on n'a pas mis ensemble le CNES et l'ESA spécifiquement sur cette question-là. Donc voilà, c'était pour faire rapidement un élément. Merci beaucoup, Irénée. Merci. Alors déjà sur ce que m'a inspiré cette journée, l'exercice de synthèse est toujours difficile, mais il faut noter quand même la qualité des débats, j'ai trouvé, aussi en rapport à la façon dont le spatial est traité. Alors j'allais dire un peu facilement dans la presse généraliste, mais pas que. On a parlé de choses précises avec des gens qui sont syndiqués, qui travaillent dans des entreprises comme Airbus, comme TAS, sur qui on peut pas non plus peut-être aussi un peu facilement dans la critique du milieu spatial, tout de suite mettre à l'écart ces personnes au prétexte qu'elles travaillent sur l'industrie, etc. Et se rappeler que ce sont quand même des gens qui travaillent pour des actifs stratégiques, c'est très important, et que quand on supprime des emplois, et je renouvelle également ma solidarité à ces personnes, eh bien c'est un problème pour ces personnes avant tout et d'abord, mais aussi pour la France et pour nous tous ici dans la salle. Je crois qu'on a aussi réussi à poser, et ça répond en anticipation à la question de l'anticipation, les termes de ce qu'on appelle aussi, nous avec Arnaud, l'astrocapitalisme, c'est-à-dire un champ qui fonctionne d'une certaine manière. Alors on le voit beaucoup dans l'histoire du spatial avec des personnes qui transitent du militaire au civil et puis qui passent dans des startups, des grosses entreprises, qui reviennent, etc., qui passent par des fonctions politiques et puis qui ensuite réembrayent sur des fonctions institutionnelles, par exemple en prenant la tête de la NASA ou autre agence. C'est important aussi de comprendre comment ceci fonctionne en France et comment une partie de l'industrie, alors qui ne s'est pas complètement start-upisée non plus, de toute façon, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle en termes de budget, il y a encore un CNES alors qui effectivement a subi un changement de tutelle, et il y a un esprit start-up qui est parfois très dérangeant effectivement parce qu'on va financer avec de l'argent public des choses qui ne sont pas forcément utiles. Et il faut aussi trouver des manières, et je pense que ça a été dit par un syndicaliste dans la salle, d'articuler des modes de production qui sont différents avec des gens qui sont dans l'industrie historique, avec des façons de travailler qui sont celles-là et qui sont très utiles, et d'autres qui ont envie de prendre une forme de liberté, mais pas forcément sous un modèle capitalistique, start-upiste, qui fait miroiter des avenirs qui n'existent pas. Mais ce qui donne aussi, à travers ce témoignage, j'ai trouvé une manière intelligente de penser la transformation du secteur. Tous les gens qui sont là, qui travaillent dedans, ont d'excellentes idées. Et si on oppose à l'astrocapitalisme et au capitalisme quelque chose, c'est quand même la réappropriation des moyens de production. Et on est très tenté après cette journée de se dire qu'on aimerait bien filer les clés quand même aux gens qui sont dans ces entreprises et leur demander d'écrire les plans à la place de la direction générale. Donc c'est sûrement ça qui... C'était un peu facile. Voilà. C'était le moment populiste.
Mais tout ça repose évidemment en termes de planification sur une question première qui est la volonté politique, qui aujourd'hui n'est pas forcément là. Alors ça n'empêche pas de faire des choses. Donc si on part du principe qu'il faut être élu pour les changer et qu'on n'est pas élu, eh ben on ne dit rien. Donc on peut passer à d'autres façons de penser le que faire, je dirais. Alors je pense que je relie un peu à cette journée de nouveau. J'aime beaucoup cette idée de pression de l'intérieur. Il y a beaucoup d'étudiants, alors on se connaît déjà, Loïs, Elliot et Timon, qui font un travail de plaidoyer qui est extrêmement important. Ça, ce sont des armes qui existent aujourd'hui, qui ont été faites avec les rapports pour un réveil écologique, le rapport du Shift. Ce positionnement, il est forcément plus facile à vos âges, puisque vous n'êtes pas encore enfermés dans les dépendances capitalistes qui sont celles à la fois du salariat et des prêts bancaires, voire des enfants, et puis tout ça se lie finalement. Donc c'est des moments charnières très importants, qui sont très inspirants et qui, j'espère, feront de vous dans le futur des personnes qui compteront, y compris politiquement. Ensuite, il y a une autre question qui, pour moi, est de l'ordre plus général et plus industriel de comment on discute aussi dans l'arène diplomatique avec les grandes puissances, pour rejoindre la question géopolitique. Alors je fais un grand écart, c'est intentionnel. C'est très difficile aujourd'hui puisque ces instances diplomatiques, il en existe en matière spatiale, sont largement affaiblies. Alors, elles existent depuis longtemps, depuis les débuts de l'ère spatiale, où on va civiliser une activité qui est d'abord militaire et qui est effectivement à certains égards dangereuse dans une ambiance où tout ceci est complètement consubstantiel avec l'arme nucléaire. Donc il faut apprendre à faire ça, et il faut le faire d'une manière qui ne soit pas un suivisme de base, quoi. Voilà. Donc le discours qui revient souvent, c'est de dire on ne peut discuter avec ces puissances que si on met en face une infrastructure matérielle qui est la même. Si vous n'avez pas vos réseaux, vous ne discutez pas avec les gens qui ont des réseaux, vous les subissez en fait tout simplement. Je pense que c'est vrai jusqu'à un certain point, puisqu'on ne va pas mettre 40 000 satellites en orbite pour pouvoir commencer à parler avec SpaceX. En revanche, on peut documenter, et encore une fois c'est ce que vous avez fait dans votre présentation, documenter les effets sur le climat, les effets sur les différentes couches de l'atmosphère, les effets des réentrées. Là on a un déficit en termes de documentation scientifique qui est en fait une arme diplomatique, et qui est une arme diplomatique quelque part la plus juste. Alors est-ce qu'elle sera prise en compte par des Trump et compagnie, et quand on regarde l'échec des COP, on ne peut que être triste de cette réalité, mais elle donne une réalité tangible, scientifique, à des choix qui seront ceux de ne pas accepter des satellites comme ceux de Starlink. Et dernier point, parce qu'après je vais peut-être faire un peu trop long, qui seront deux mini-points. D'une part, il faut peut-être être très pragmatique sur ce que représente d'un point de vue business, j'allais dire, le spatial. Ne pas se raconter d'histoire, c'est-à-dire avoir des instances qui documentent aussi clairement ce que c'est que cette réalité économique. Alors qu'on a aussi beaucoup de cabinets de conseil qui nous font miroiter des économies à plusieurs trilliards de dollars, etc. Tout ça, c'est un peu du flan, voilà, c'est du pipeau comme quelqu'un le mime là-bas. C'est important. Et enfin, donc c'est mon dernier enfin, et c'est la question qui nous anime peut-être tous et vous dans cette salle, c'est la question des besoins. Comment on planifie? Si on planifie, c'est à partir de quoi? Voilà, planifier entre guillemets, c'est facile, mais il faut un plan, et le plan il est basé sur des critères. Et les critères les plus objectifs possibles seraient les besoins humains. Et cette question des besoins, elle est elle-même emberlificotée dans un débat philosophique, social, pour le gros mot plus vaste, puisque vous avez quand même des constellations de satellites aujourd'hui en basse orbite qui répondent objectivement à des besoins de peu de personnes. Ce sont des petits marchés, et vous avez quand même pas loin de 100 000 clients en France. Alors c'est très peu pour Starlink par rapport à Orange, SFR ou Bouygues pour les citer, mais c'est quand même des besoins. Moi je serais le dernier à dire à quelqu'un, même en France, qui n'a pas de connexion Internet, de ne pas prendre Starlink. Il a bien le droit d'avoir une connexion Internet après tout. Et donc cette question des besoins, elle est essentielle, puisque ces besoins, quand même, ces constellations de satellites répondent à des besoins, et au même moment, dans les pays où elles y répondent, renforce une forme d'impérialisme des télécommunications qui est natif aux États-Unis et puis également en soviétique depuis les années 60. Quand vous mettez, et c'est très documenté aujourd'hui, des constellations de satellites dans des zones où les réseaux ne sont pas là, je pense au nord du Canada, une collègue qui bosse là-dessus, et ben ça freine les projets souverains qui permettent de déposer des câbles, des fibres, des antennes, etc. Donc peut-être que le premier point de vue aussi, s'il fallait avoir un point de vue politique sur cette question, ce serait nous de s'armer
de réseaux qui sont pas forcément d'ailleurs des réseaux spatiaux, qui sont parfois des réseaux terrestres, et de pousser la coopération sur ces voies-là qui sont pas, encore une fois, des voies forcément spatiales avec des pays tiers. Merci beaucoup. Alors tout ça s'active est en pleine surenchère dans un contexte de déstabilisation de la géopolitique de l'espace. Alors si vous suivez la chronique des activités spatiales, enfin ça pulle dans tous les sens, hein. Il y a des puissances qui émergent, certaines depuis longtemps, donc elles sont plus du tout émergentes. On parle souvent de l'Inde, son modèle frugal, etc., que tu connais très bien. Mais évidemment le spatial chinois qui est devenu maintenant une hyperpuissance spatiale. Et tout ça met en branle une espèce de nouvelle course à l'espace, c'est chroniqué dans ce sens-là, qui de fait participe de cet emballement et de cette difficulté à penser une décélération. Tout à l'heure, il était question d'inertie des industries. En effet, elles sont sur une espèce de pente, et arrêter des programmes spatiaux lourdement subventionnés, organisés, ça coûte très cher. Moi, je m'étais penché par exemple sur le cas du Space Launch System, qui est la grosse fusée de la NASA pour aller sur la Lune. C'est 4 milliards l'aller-retour, hein, c'est quand même un certain coût. C'est beaucoup d'emplois distribués à l'échelle des États-Unis. Et si vous stoppez le programme, vous allez voir ce que ça va produire. Ça va être terrible du point de vue politique. Beaucoup d'argent en jeu, de lobbying, d'industrie très ancrée dans le paysage américain. Donc c'est tout ça qu'il faudrait faire stopper, parce que c'est une des questions qu'on pose souvent, c'est comment faire bifurquer. Des fois il y a des industries qu'il va falloir arrêter. Alors là, bon courage avec le spatial, parce que c'est une lancée qui est difficile à contenir. Donc tout ça se projette dans une nouvelle course à l'espace avec cette adversité États-Unis-Chine. Est-ce que tu pourrais nous le situer, Isabelle, pour en montrer les enjeux s'agissant précisément de cette accélération? Oui, je crois que c'est important déjà de rappeler, de donner une idée des budgets. Si on parle, par exemple, tu disais le SLS, 4 milliards de dollars pour un vol, 4 milliards de dollars, c'est le budget japonais, hein, du spatial japonais dans sa totalité. Le budget spatial américain, il est tellement important, puis entre les parties semi-militaires, totalement militaires et le reste, même si je suis à minima, je vais dire qu'on est de l'ordre de 60 milliards de dollars. Le budget spatial européen, dont le français plus tous les autres pays d'Europe qui constituent le budget de l'ESA plus le budget de l'Union européenne, on est peut-être à 15 milliards de dollars. On est le quart. Hein. Si vous multipliez, si vous regardez le budget spatial chinois, allez, on n'a pas de budget officiel, mais on est entre 15 et 20 milliards de dollars. Donc ce qu'on voit bien quand on réfléchit au spatial dans le monde, et donc à la question de la géopolitique spatiale, qui est tout simplement une question de rapport de force, de rapport de puissance dans le monde, on a quand même un cas à part qui est l'hyperpuissance spatiale américaine. Parce que cet surinvestissement américain, ça fait 65 ans qu'il existe. Et jamais l'Union soviétique n'a dépensé ne serait-ce que le quart de l'argent, et on le voyait bien avec le type de système qu'ils développaient, le quart de l'argent que les Américains ont mis dans l'espace. Donc aujourd'hui, on est confronté à quelque chose où on a les États-Unis qui finalement considèrent que l'espace, c'est un peu chez eux, et que c'est leur nouvelle frontière. Alors ça remonte à Kennedy, ça remonte à la Lune, et puis ça remonte à la vision qu'ont les Américains de la frontière d'une manière générale, mais qui est quand même justifiée par le poids des investissements qu'ils ont faits, et par le niveau incroyable des réalisations technologiques qui sont les leurs. Un petit hélicoptère qui vole sur Mars, ça peut paraître anecdotique, c'est quand même un magnifique exploit technologique. Vous avez des satellites, avant Elon Musk, on a eu des satellites de télécom extrêmement performants, des satellites d'observation de la Terre, etc., etc. Donc je pense que l'idée, c'est quand même que dans le monde spatial, vous avez ce cas américain à part qui configure d'une certaine façon obligatoirement toutes les autres puissances spatiales. Que comme nous en Europe, on soit finalement de ce côté-là, hein, comme les Japonais aussi, même si on essaie de trouver notre niche et de trouver un endroit où on pourrait à notre tour devenir un peu indispensable sur quelque chose, une partie de l'industrie spatiale européenne vit de contrats américains, ou en tout cas de projets associés à des projets américains. Dans la capsule Orion, la contribution européenne, elle n'existe que parce qu'il y a un programme Artemis derrière pour prendre ces grands programmes publics, puisqu'on parle plutôt de planification publique. Le budget spatial indien, je ne l'ai pas cité dans ma série des budgets. Le budget spatial indien, ils ont eu une augmentation incroyable. Ils sont à 2 milliards. Bon. 2 milliards de dollars, les Indiens, ils ont quand même réussi à poser leur petite sonde sur le pôle sud de la Lune, et ils ont réussi à faire une mission martienne. La mission martienne qu'ils ont faite il y a quelques années, Mangalyaan, ils étaient très fiers parce qu'elle avait coûté le prix
ils l'ont beaucoup répété, du film Gravity. Et donc du coup, ça dit bien qu'on peut faire du spatial, alors à des prix différents, avec des technologies différentes et des ambitions différentes. Et d'ailleurs, bon, moi je répondais régulièrement que Gravity a quand même rapporté un peu d'argent. Je suis pas sûre que Mangalyaan ait eu un retour sur bénéfice, mais c'est pas le même argent qui est investi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, quand on pense géopolitique spatiale, je suis toujours gênée parce que c'est en fait malheureusement une géopolitique terrestre projetée dans l'espace. Et cette vision qu'on a d'une concurrence effrénée entre la Chine et les États-Unis, ben c'est pas vrai en réalité. C'est les États-Unis qui courent devant de très très loin à toute vitesse et qui ont l'intention de garder une mainmise qu'ils estiment, et on peut les comprendre d'une certaine façon normale. Leur sécurité nationale, elle passe par le spatial. Voilà, ils ont structuré toute leur économie et toute leur sécurité nationale à travers l'espace. Et puis derrière, vous avez des Chinois qui effectivement arrive d'une certaine manière en second dans les ambitions, mais ne serait-ce que parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, la Chine, les infrastructures fournies par les satellites, c'est absolument indispensable au développement économique du pays et également aussi à la surveillance de la population. Parce que quand nous, en Europe, on utilise tous les moyens sols qu'on a, mais en Chine, vu la taille du territoire, vu les immensités désertiques et vu la période à laquelle ils ont commencé à faire ces infrastructures, c'est-à-dire dans les années 60, eh ben la solution, c'était le satellite. Donc il y a un très fort moteur interne au spatial chinois qui est ce moteur d'abord de développement économique et d'entretenir leur propre GAFAM, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est un point important. Alors maintenant, c'est bien clair que quand vous dites que vous courez devant mais que la personne derrière vous, elle va vous rattraper, si vous êtes la Chine qui est derrière, vous n'allez pas aller dire à la presse internationale et à votre population « Ouh là là, non, 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 nous on est très 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 loin », même si vous le pensez. Parce que, de fait, dire que les Chinois pourraient se poser sur la Lune avant les États-Unis, ça me fait bondir à chaque fois. Parce que les États-Unis se sont posés sur la Lune en 1969. Donc, de toute façon, c'est fait, cette histoire-là. Alors, après, pour les Chinois, ça sera un Chinois qui se posera sur la Lune. Et ça voudra dire quelque chose, parce qu'en 69, figurez-vous, ils regardaient pas la télé, ils étaient en pleine révolution culturelle et ils n'avaient pas de télé. Donc, je pense que, fondamentalement, on a ce décalage qui fausse un peu cette idée de géopolitique. Et ça m'amène à rebondir sur une autre chose qu'on a un peu dite, mais qui est importante, c'est que le milieu spatial, c'est un milieu dans lequel on est interdépendant. On le voit bien avec les débris, mais d'une façon générale, même s'il y a 2 zones de sécurité, pour revenir sur l'exemple que donnait Jean-Luc Mélenchon, s'il y a 2 zones de sécurité près du pôle sud de la Lune, il faudra bien s'entendre sur la manière de faire cohabiter les 2 zones de sécurité. Et on voit déjà la NASA dire on va faire des discours de déconfliction avec la Chine. Et ça, c'est horrible, parce qu'ils sont en train de parler de déconfliction alors qu'il n'y a pas encore friction. Donc c'est vraiment une espèce de vision profondément cet espace congestionné, contesté et compétitif que les Américains répètent depuis 2006. À mon sens, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on considère que l'espace va être forcément ce lieu de ce type d'activité. Et je rappelle que, d'accord, le spatial est né du nucléaire, et c'est tout à fait le facteur déterminant qui était à la fois de cartographier le territoire soviétique et pour les soviétiques de pouvoir éventuellement développer des missiles qui atteindraient les États-Unis et qu'ils ont transformés ensuite en lanceurs. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi le programme de l'année géophysique internationale. Et l'année géophysique internationale, c'est quand même la première grande année internationale où on s'est posé la question des relations de la Terre avec son atmosphère. Terre, océan, atmosphère, comme on l'appelle aujourd'hui. Et pendant toute la guerre froide, même au pire moment, le COSPAR a continué, c'est le comité de la recherche spatiale, a continué à se réunir tous les 2 ans dans leurs assemblées générales avec des soviétiques, et le KGB derrière les soviétiques, des Américains et la CIA derrière les Américains, mais il y avait aussi des Français, qui étaient entre autres Blamont, professeur Blamont, il y avait des Indiens, il y avait quelques Chinois, il y avait des Japonais, et l'ensemble de cette activité, d'une certaine manière, ça n'a pas disparu. Il y a toujours une communauté, le COSPAR, il continue à se réunir. Il s'est réuni à Busan en Corée du Sud en juillet dernier. Donc je pense que là aussi, on a quelque chose à apporter en termes de vision et de planification sur le fait que l'espace, ça n'est pas qu'un lieu de la compétition commerciale, c'en est un et il faut y veiller, mais peut-être aussi porter un peu plus davantage cette idée que
le milieu spatial ne peut pas être qu'un milieu de compétition et qu'il faut faire monter la coopération. On va pas être naïf, hein, ça va pas empêcher le reste, mais si on oublie de le dire et si on oublie d'y réfléchir, là pour le coup ça va finir de le tuer. Merci, vision que je partage évidemment. Jean-Luc Mélenchon a évoqué peut-être une stratégie que je trouve plutôt intéressante et je pense qu'on va essayer de pratiquer, y compris au Parlement. C'est l'idée de jouer sur la vision et l'idéologie de l'exploration. Et là, tu évoquais la mainmise des États-Unis sur la vision, la façon de penser la nouvelle frontière, l'idée de l'occupation un peu agressive quand même. Hein. Il faut se déployer le premier. C'est des parts de marché qu'on va conquérir aussi avec ce Space Act de 2015, le Luxembourg qui emboîte le pas. Bon bref, tous les mercenaires de l'espace. Donc là, il y a une bataille idéologique à mener aussi là-dessus pour rappeler la prééminence, peut-être l'importance de la coopération. Et je me posais la question de comment on fait. Et précisément, il y a le traité sur la Lune qui a été évoqué par Jean-Luc tout à l'heure aussi. Donc, il a été, c'est un gros travail qui a été produit par des juristes, des activistes dans les années 70 qui portaient cette vision de l'espace comme bien commun de l'humanité, qui était refusé radicalement par les Américains. Il y a eu un lobbying effréné, frénétique pour le refuser. Et donc ça a été signé mais pas ratifié, la France l'a pas ratifié. Est-ce que ça peut faire partie des combats qu'on pourrait même mener dans l'hémicycle? Alors ça paraîtrait peut-être un peu lunaire étant donné la tronche de l'hémicycle aujourd'hui, mais imaginons on arrive au perchoir et on porte cette idée, traité sur la Lune, on le met au débat au sein du Parlement, dans l'hémicycle, pour engager une bataille normative, une vision de l'espace qui pourra en dépayser quelques-uns qui n'auront jamais pensé du tout à cette question. Mais néanmoins, je pense qu'on peut en faire un cas. Est-ce que ça te paraît, je sais pas, une idée intéressante à travailler? Comment on pourrait la mettre en œuvre? Quelle serait la stratégie, y compris du point de vue de la propagande et du positionnement politique? C'est toi le député, hein? Non mais oui, non mais dans l'absolu, effectivement, ce traité, il est refusé par tout un tas de lobbies, de space enthousiastes qui à ce moment-là ont des visions très libertariennes de l'espace, ce qui le rend du coup de fait inapplicable. Il n'est pas signé par les grandes puissances spatiales et c'est un peu une plaie quand même chez les gens qui essaient encore de défendre les réalités d'un espace qui serait commun. Donc c'est un petit peu dommage. Et moi j'ai quand même une réflexion assez critique sur le projet lunaire quand même dans l'ensemble en fait. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'Artemis, qui est en fait une redite d'Apollo, c'est un Apollo 2.0, alors avec une promesse un petit peu plus spéculative derrière qui est de dire cette fois-ci on va y aller longtemps, on va y rester et on va peut-être même aller miner, faut s'imaginer qu'on va aller mettre des bulldozers sur la Lune pour aller miner, etc., chercher de l'hélium 3, enfin c'est vraiment une économie des promesses aussi, et qui est pas nouvelle, qui revient, qui est rémanente dans l'économie spatiale, c'est le Moon Rush des années 80-90, voilà, avec des projets de conquête qui sont lancés par des présidents américains puis qui sont ensuite tués dans l'œuf dans les années 90, encore dans les années par Obama dans les années 2010. Et en tout état de cause, nous on y participe d'une certaine manière à Artemis. On a signé Artemis. Déjà il faut avoir une réflexion critique là-dessus. Était-il nécessaire de signer Artemis, sachant l'ouverture astro-capitalistique que ça crée derrière quand même. Enfin, il faut lire les termes, d'appropriation, le fait que ça interprète le traité de 1967 d'une manière qui est tout à fait discutable, et vous avez des juristes qui défendent l'idée que, en fait, le traité de 1967 n'est pas respecté par ces accords Artemis. Donc, même au-delà du traité de la Lune, remettre au goût du jour le traité de 1967 n'est pas une idée totalement débile. Je pense aussi qu'il faut aussi rappeler que ce programme Artemis, puisqu'on passe un petit peu de notre temps à critiquer Musk, etc., qu'est-ce qu'on met à la place, qu'est-ce qu'on fait, etc., participe aussi de cette industrie. Quelque part, l'industrie muskienne dans son ensemble, avec toutes ces activités qui sont des activités de télécommunication, de lancement et des activités civiles, notamment le Starship, sont aussi financées dans le cadre d'Artemis. Et pour lui, c'est une équation en fait qui est largement publique, qui à certains égards peut peut-être s'autonomiser, et c'est très fort. Si Starlink demain est rentable, ce sera peut-être en partie grâce au programme Artemis et grâce au retour sur la Lune. Et nous, encore une fois, je le répète, on en fait partie. Alors, est-ce qu'il faut sortir carrément du programme Artemis, du traité Artemis, du traité bilatéral, parce que c'est une combinaison de traités bilatéraux. C'est une idée politique qui est forte, mais
qui est peut-être pas très sexy, effectivement, qui est peut-être pas très vendeuse politiquement, aussi parce qu'elle touche à la question du vol habité, puisque comme on le sait, bientôt il y aura plus de station spatiale internationale. Où vont aller nos astronautes? Bon, j'ai un avis sur la question, mais bon, faut bien reconnaître que c'est un risque politique de parler de cette question et de dire on veut plus d'astronautes du tout, par exemple. Donc, faut quand même l'avoir en tête. Mais peut-être que justement la question du traité de la Lune permet de contourner toutes ces problématiques, en fait, en arrivant par autre chose que la critique immédiate. On est contre Musk, on est contre aller sur la Lune parce qu'effectivement c'est une gabegie énergétique, financière, 100 milliards de dollars sur les 12 dernières années. Les Américains ne veulent pas y aller, ils n'ont jamais vraiment voulu y aller. Et c'est dans tous les sondages depuis les années 60. Mais ce traité de la Lune permet de réactualiser cette question et peut-être, je pense, d'arriver avec d'autres critères de réflexion qui sont eux beaucoup plus vendeurs, quoi. C'est-à-dire justement la question de la pollution lumineuse qui est objective, qui intéresse tout le monde, la question de la pollution orbitale, que ce soit celle des débris ou celle des réentrées atmosphériques, et la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce retour du traité de la Lune et comment on imagine l'exploration spatiale de demain, quels astres on va aller visiter, comment on réactualise aussi l'idée que toute découverte faite dans l'espace appartient à tout le monde et qu'elle est intéressante. Donc pourquoi pas? Est-ce que ça te paraît une voie intéressante, Isabelle, de ratifier, d'aller dans le sens de sortir déjà les accords Artemis, en effet, qu'on a signés en catimini. Moi, je me rappelle de la signature, c'était en 2022, c'était juste avant l'été. Il y avait le congrès de l'Association internationale d'astronautique. Ça a été présenté avec les Américains, etc. Et donc là, on validait, on s'alignait sur la vision de l'exploitation futur de la Lune, avec toute la dimension de militarisation que tu as évoquée aussi, hein. Parce qu'en effet, ces zones de sécurité, il va falloir les sécuriser, avec même des satellites en orbite circumlunaire, etc. Donc il y a tout un imaginaire qui est implicité par ces accords. Donc est-ce que sortir de ces accords, ratifier le traité sur la Lune, alors là on en voit du lourd, hein. Est-ce que ça te paraît une voie qui peut être pertinente du point de vue politique? Je dirais que si on a un esprit taquin et si on veut faire parler, oui, ça me paraît une très bonne idée. Bon, après, il y a peut-être un moyen de le faire, parce que je ne sais même pas si le Parlement peut se saisir lui-même. Et je pense qu'avant que le gouvernement vous propose d'aller ratifier le traité sur la Lune, vous aurez fini la mandature. Non, sans plaisanter, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. Un des arguments qui a quand même été... Tout le monde n'était pas du tout d'accord en France pour signer les accords Artemis, hein. Et entre autres, les gens qui, au ministère de la Recherche, y avaient travaillé, étaient défavorables à ce qu'on signe des accords Artemis. Et il faut quand même savoir, parce qu'on tape souvent sur les Allemands, mais là, franchement, ceux qui étaient le plus fâchés qu'on ait signé, nous, Français, les accords Artemis, c'était les Allemands. Parce qu'ils estimaient que du coup on affaiblissait considérablement la position européenne par rapport à Artemis. Et donc l'argument qui a été donné en France a été de dire, bon, on a signé les accords Artemis, ça fait bien, ça sécurisera éventuellement les relations industrielles, et puis de toute façon cet accord Artemis, en fait, il ne veut pas dire grand-chose. Et le pire, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que l'accord Artemis, il commence quand même par dire « dans le respect du traité de 67 ». C'est quand même assez drôle. Et derrière, on fait une interprétation du traité de 67 qui permet de poser un accord bilatéral, parce que c'est à chaque fois les États-Unis qui signent avec tel et tel pays, et c'est pas un accord international. Et ça, c'est très important, parce que ça sera difficile de le transformer en coutume. Donc ça, je pense que c'est un point important. Alors, les accords Artemis, en sortir, bon, je sais même plus ce que ça apporterait aujourd'hui. En revanche, essayer de réfléchir à proposer peut-être d'autres types d'accords sur une certaine façon de se poser sur la Lune, d'utiliser l'exploration et de donner de la place, par exemple, à l'open science. Il va falloir qu'on finisse de cartographier beaucoup plus la Lune. Ne serait-ce que si on est dans cette idée, à mon avis quand même un peu folle, d'exploiter les ressources minières et naturelles de la Lune. Bon, si on veut les exploiter, il faudra qu'on connaisse plus précisément les filons, qu'on sache quel est effectivement l'intérêt économique de ces filons, parce que au prix que va coûter le forage, il faudrait quand même mieux qu'il soit effectivement véritablement rentable. Et donc sur tout ça, pourquoi pas poser un principe de cartographie open science? Et moi, je pense que ça peut être aussi une proposition qui revient à peu près à la même idée, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne veut pas entendre que la Lune est un seul lieu de compétition commerciale, on veut poser une autre façon de voir les choses. Bon, ça évitera de se faire traiter de rétrograde sur de toute façon un traité que personne... Mais voilà, le traité sur la Lune, c'était un très beau traité, et c'est pas
absolument absurde de penser qu'un jour il peut revenir, un peu comme au bout d'un moment le traité de l'Antarctique a fini par être signé, parce que et tant qu'il n'y a pas vraiment de ressources et tant que vous n'avez pas d'argent à gagner, ben, d'une certaine façon tout le monde s'entend, sans mauvais jeu de mots, pour geler le traité. Et je pense que sur la Lune on peut garder en tête d'avoir d'autres options. Voilà, mais bon, c'est une idée parmi d'autres et heureusement on a encore un petit peu de temps, mais c'est bien d'y penser. Et une dernière relance pour Irénée. Donc là, c'est une stratégie pour revenir sur une espèce d'accord qui a été acté, qui vaut maintenant. Et puis en effet, de plus en plus de signataires se sont ajoutés. Donc ça paraît énorme. Et comment contraindre maintenant cette escalade? On peut se poser la question. Il y a aussi l'angle, et on va finir là-dessus, sur la politique industrielle. Donc on a évoqué tout à l'heure la tutelle de Bercy, du CNES, qui de fait prescrit toute une vision de comment on pense les activités spatiales en France, en tout cas. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire, en tout cas un débat à mener politique, normatif, où on pose l'idée des moyens, des objectifs, des fins, et ce qu'on veut faire, et d'un gouvernement par les besoins, ce qui est un peu la philosophie que nous, on défend. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, quelque chose à entrevoir comme un déplacement dans l'architecture de la décision autour des politiques spatiales vers le ministère de la Recherche, qui était quand même le ministère de tutelle principal, qui prescrivait aussi toute une vision de la planification de l'industrie aussi, parce que la recherche planifie aussi de la recherche instrumentale, appliquée, technologique, et ça a du sens aussi de le faire, en interaction avec d'autres opérateurs, comme on dit, c'est assez moche comme terme, des opérateurs, le CNES, le CNRS, l'ONERA, enfin des organismes de public de recherche en fait. Et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à un moment donné de repenser cette cartographie institutionnelle des activités spatiales en redéplaçant le spatial français vers la recherche, où il était, où il persévérait dans son être avec cette qualité de recherche et d'expertise qui a été évoquée tout à l'heure, pour essayer de changer un petit peu la donne. Alors, je serais tenté de dire si un parti de gauche prenait le pouvoir, ça pourrait peut-être rester à Bercy. Non, mais c'est une vraie question en fait. Parce que finalement, la tutelle ne fait pas tout. Aujourd'hui, c'est la tutelle de Bercy sous un gouvernement sous des gouvernements qui sont ceux qu'on connaît et qui effectivement, mais je pense que ça a été décrit, produisent des phénomènes qui sont disruptifs, comme on dit, au CNES et ailleurs, et qui conduisent aussi à asseoir des récits. Enfin, moi, c'est ce qui me choque le plus, parce que la décision spatiale française et européenne, c'est compliqué. Vous avez plein d'instances, vous avez les commissions, vous avez l'Agence spatiale européenne, vous avez le CNES, etc. Et toutes ces choses qui s'articulent selon des échelles géographiques qui ne sont pas les mêmes, qui parfois communiquent, parfois ne communiquent pas, etc. Mais en tout état de cause, la tutelle de Bercy aujourd'hui produit des effets dans le sens où elle suscite des financements, en fait, concrets, sonnants et trébuchants, qui sont des financements à plusieurs centaines de millions d'euros, des subventions, pour certaines choses qui sont discutables et qui seraient peut-être moins discutées sous un autre gouvernement. Je pense par exemple aux micro-lanceurs. Est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de micro-lanceurs, donc qui ont des charges utiles très très faibles? On a peut-être besoin de certains micro-lanceurs, mais peut-être pas de tous. Est-ce qu'on a besoin par exemple de financer des capsules spatiales pour fabriquer des médicaments dans l'espace? Je ne suis pas sûr non plus qu'on ait besoin de faire ça. Et il y a encore cette idée, et je pense qu'on peut le dire, nous on est allé à la direction générale des entreprises, on parle aussi avec ces gens-là, et qui savent tout ça en fait, mais il y a quand même l'idée que il en ressortira des choses intéressantes par le hasard de la sérendipité qui est celle de la technologie et de la science. Et on peut pas se dire ça. C'est pas une stratégie industrielle de se dire qu'on investit dans des choses en se disant que peut-être ça marchera. Et c'est d'ailleurs toute la définition du besoin dans le spatial. C'est que un vrai besoin, c'est quelque chose qui a une solution tout de suite en fait. Un satellite météorologique, ça sert à quelque chose maintenant. Un satellite de télécommunication, et c'est toute la question parce que ceux de Starlink correspondent aussi à cette définition, répondent à un besoin immédiat. Aller sur la Lune, ça correspond à un besoin qui est au moins différé et peut-être un peu plus spéculatif. Donc c'est important de l'avoir en tête. Donc je sais que tu voudrais tout remettre sur la recherche, mais c'est naturel puisque tu es toi-même chercheur. Ce serait sans doute une manière effectivement de désamorcer un certain nombre de ces risques et de ces spéculations, c'est sûr. Après, de la même manière, si tu remettais tout sur la recherche dans le gouvernement Macron, tu aurais finalement les mêmes biais, puisque ce serait la recherche macroniste en fait. Donc il y a une question d'attribution qui peut peut-être te mettre en sécurité pour passer les mandatures, mais je pense que c'est aussi beaucoup une question de gouvernement et donc de choix électoral pour nous tous. Merci. Je vais
conclure et après on va interrompre la captation. On pourra continuer à discuter si vous le voulez. Et, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à évoquer entre nous. Déjà, merci beaucoup pour ce panorama qu'on a dressé. On pourrait continuer. Il y a plein d'aspects qu'on n'a pas abordés. Ça serait des prochaines conférences qu'on pourra organiser ici et ailleurs. Moi, je voudrais remercier tout le monde pour vos interventions, la qualité de vos propos, qui sont des propos très engageants aussi. Et c'est rare en fait. Moi, je dois dire que ça n'a pas été évident à organiser parce que plein de collègues se posaient des questions sur est-ce que je peux aller dire des choses politiquement. Bon, je sais que ça présente un coût et ça je voulais le souligner. L'autre point, je voulais évidemment renouveler notre soutien aux salariés en lutte de Thales Alenia Space et d'Airbus Defence and Space qui sont menacés de destruction d'emplois qui sont complètement irrationnels pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Il faut vraiment à un moment donné taper du poing sur la table en disant il y a des stratégies industrielles qui sont mortifères et qui conduisent à ça, des défauts de préparation, etc. Et souvent les salariés, quand ils s'organisent, sont bien plus clairvoyants pour penser la planification et l'orientation des activités que les directions de l'innovation, etc. qui en fait souvent polluent un petit peu les stratégies industrielles. Donc soutien évidemment. Moi ce que je retiens aussi c'est qu'il y a des mots qu'on a lancés comme ça, qu'on a satellisés aujourd'hui, intérêt général, science, recherche, temps long, expertise, savoir-faire, organisation, tout ça c'est des mots forts qu'il faut réinvestir aussi du point de vue politique et en les politisant aussi, ce sont des termes aussi qu'il faut réinvestir pour la lutte. J'ai évoqué les luttes des salariés de TAS et d'Airbus qui se saisissent aussi de ces mots d'ordre pour dire non, on veut pas de la start-upisation, du court terme. On veut aussi penser l'effet écologique de nos pratiques. Tout à l'heure, Damien, tu disais cette chose très forte. On va continuer à polluer, mais on va polluer mieux avec des missions d'intérêt général. C'est un coût qu'on prend aussi quand on envoie des satellites. À un moment donné, on pourrait réfléchir autrement à cette planification en incluant précisément ces anticipations rationnelles sur le coût, l'empreinte carbone des activités spatiales. Donc je pense qu'il faut décélérer aussi. Il faut poser la question de la décélération des activités quand on voit que c'est le contraire aujourd'hui. Et par ailleurs, ça pose aussi la question de ce que nous, en tant que groupe politique, enfin moi en tant que député aussi, je vais essayer d'apporter avec tous les collègues qui étaient présents. Et là, c'est aussi un geste politique qu'on essaye d'afficher. C'est un intérêt politique d'un groupe politique très situé dans l'hémicycle qui a à cœur en fait de politiser la question. Et franchement, je trouve que c'était désastreux de voir à quel point ça intéressait si peu dans l'hémicycle. La proposition de résolution sur la loi européenne, européenne de l'espace qui a été votée récemment, l'hémicycle était vide, ça intéressait pas grand monde. Et je trouvais que c'était vraiment, ça envoyait un signal qui était pas terrible. Avec nous, vous pouvez compter sur le groupe Insoumis, on va se saisir de cette question, accompagner les luttes sociales. Et par ailleurs, alors c'est une proposition qui a été faite par Jean-Luc tout à l'heure, que je saisis au bon, évidemment, un comité insoumis de l'espace à fond. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes dans le milieu, bien rejoignez-nous, on peut monter une structure, commencer à remettre du sens dans ces activités, à assumer qu'il y a une bataille idéologique à mener sur ces questions, qu'il ne faut pas la laisser au cabinet de conseil qui externalise la décision, et c'est désastreux, on en voit les conséquences dans nos institutions. Donc il y a un travail politique à faire, je conclue là-dessus, et je vous remercie pour votre attention, et on va pouvoir continuer à débattre encore longtemps de ces questions. On peut planifier des échanges maintenant. Et merci de nous avoir suivis à distance. Merci encore aux intervenantes et intervenants.